référence pour du soutien ou une référence pour du soutien pour les maladies rares. Donc, il y a eu une demande, je pense, après un colloque pour le groupe de personnes qui sont atteintes ou proches aidantes de la paralysie supranucléaire progressive pour peut-être le désir de se regrouper en association. On a aidé quelques groupes à travers les années. Je ne suis pas du tout avocate, experte légale, mais je peux donner des conseils là, par l'expérience de moi-même. J'ai formé 3 associations au cours de ma vie. Puis là, maintenant, dans le domaine des maladies rares, évidemment, j'en ai vu beaucoup. Donc, pourquoi se regrouper pour commencer? C'est ça qu'il faut se demander. C'est quoi la mission, les objectifs? Pourquoi ils voudraient se regrouper? Il y a plusieurs raisons que les gens se donnent, puis qui peuvent déterminer quelle sorte d'association on veut créer. Par exemple, le soutien. On va parler là plus dans le domaine des maladies, évidemment, dans ce cas-ci. Donc, est-ce que c'est du soutien en donnant de l'information? Est-ce que c'est pour des échanges entre les personnes, de l'entraide, de faire de l'éducation? Est-ce que c'est pour les personnes atteintes de la maladie, les proches aidants, ou c'est encore aussi pour des professionnels de la santé dans le milieu médical? Ça peut être des formes de soutien. Il y a aussi des organismes qui sont uniquement là pour le soutien financier aux individus ou aux familles. Donc, pour amasser de l'argent et pouvoir le distribuer pour aider aux gens qui sont atteints d'une certaine maladie ou qui sont dans la pauvreté, etc. Ça peut aussi être pour la défense des droits, faire du plaidoyer social. Donc, si on veut faire reconnaître certains droits par rapport à la maladie qu'on pense qui est pas que le gouvernement n'a pas trop, c'est pas occupé de certains aspects. Si on veut des changements de loi, évidemment, de règlement, c'est une forme on peut dire, de soutien pour l'ensemble, le groupe là, qui souffre de cette maladie. En fait, un organisme peut aussi avoir tous ces objectifs-là, de soutenir par l'information, d'autres types de soutien financier ou autre, et la défense des droits. C'est un peu ce qu'on fait, nous, au RQMO. Il y a d'autres types d'associations qui se limitent aussi au financement de la recherche. On trouve, en tout cas, dans le domaine des maladies rares, nous, on le voit, la grande partie de la recherche des maladies rares est financée par des fondations privées ou par des fondations qui ont été créées par des personnes atteintes de maladies. Nous, on demande au gouvernement qu'il en mette plus d'argent dans la recherche pour les maladies rares, mais historiquement, on le voit avec des grosses associations, fondations, que en bonne partie, l'argent vient de ces associations-là qui, évidemment, viennent de lever de fonds dans la population. Donc, quel type d'association, ça peut déterminer, donc déterminer la mission et ses objectifs, peut déterminer aussi comment l'association s'appelle ou se définit. Ça peut être simplement association, ça peut être simplement un groupe de soutien. Un groupe de soutien, habituellement, bien, ça se limite à réunir les gens, à leur donner du soutien, soit par téléphone, soit en faisant des rencontres de groupes de soutien. Un groupe d'aide, ou ça peut aussi s'appeler une fondation. Fondation, habituellement, ben, c'est ça qui est retenu comme nom quand c'est axé sur le financement de la recherche. Quoi qu'il y en a qui s'appellent fondation, puis ils ont d'autres objets aussi que le financement de la recherche. Puis, le nom
une fois qu'on a décidé quelle sorte de groupe, sa mission, ses objectifs, habituellement, on veut se trouver un nom. Juste pour vous dire, là, il y a vraiment une mode actuelle là, où on donne des noms qui sont courts puis qui accrochent au lieu de l'Association québécoise de, comme dans votre cas où il y a plusieurs personnes ici qui sont concernées par la paralysie supranucléaire progressive. Ben, on voit beaucoup maintenant le nom de la maladie ou un acronyme avec Québec, si c'est une association pour le Québec. Donc, supposons, là, vous, ce serait PSP Québec. Les gens choisissent beaucoup ça maintenant que les noms très, très longs. Il y a juste une mise en garde que je vous donnerai, c'est que moi, je vais sur beaucoup de sites d'associations et de fondations. On y va beaucoup à notre centre rare, entre autres, parce qu'on réfère toujours une personne qui a une maladie rare vers une association existante. Et puis, cette mode maintenant d'utiliser les acronymes fait qu'on ne reconnaît pas trop le nom de la maladie. Puis je suis allée sur beaucoup de sites où, supposons que c'était votre site, là, PSP Québec, on va sur le site, la page d'accueil, puis nulle part est écrit le nom de la maladie au long. C'est comme si on supposait que tout le monde connaît la PSP, puis en médecine, il y en a tellement d'acronymes puis qui se ressemblent. Fait que c'est juste un conseil. Si vous adoptez quelque chose comme PSP Québec ou vous utilisez beaucoup PSP, il faudrait que dès qu'une personne arrive sur une page Facebook de votre groupe ou un site web, ben, qu'on sache que c'est la paralysie supranucléaire progressive. Il y a des sites où j'ai cherché beaucoup et puis on ne définit pas. C'est correct pour les gens entre eux, mais pour les gens de la population qui visitent le site, là, c'est pas évident. Donc, c'est toujours la première chose à faire, vous rencontrer et déterminer pourquoi vous voudriez vous regrouper, c'est quoi votre mission, vos objectifs, quel type d'association et un nom. C'est souvent cette forme-là, la mission, quelques points, habituellement pas très longs, qui résument vraiment les objets, là, les activités, les services qu'on veut offrir et notre objectif aussi à long terme. Donc, souvent, bon, comme nous, c'est offrir un service d'information et de soutien. Nous, on parle de recueillir, partager, faire circuler de l'information sur les maladies rares. Souvent, un organisme veut sensibiliser le public et le milieu médical par rapport à leur maladie, puis faire avancer les connaissances ou promouvoir la recherche dans ce domaine-là. Bon, si c'est soutenir financièrement les familles, ça peut être inclus. Ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose de quand même assez général, parce qu'il ne faut pas, ça dépend, si quelqu'un veut une mission très, très ciblée, mais c'est mieux que ce soit assez général pour que vous puissiez là, faire plusieurs activités en lien avec votre mission. Aussi, il faut voir que cette mission-là, si vous voulez enregistrer votre association, c'est ça qui est ce qu'on appelle les lettres patentes, les statuts de l'organisme, c'est ça qui est indiqué. Donc, en principe, vous devriez suivre votre mission comme c'est indiqué. Puis, si elle est trop précise et que vous voulez la changer régulièrement, bien, ça demande des changements de lettres patentes où il faut faire une demande officielle, il y a des frais, ça peut prendre un certain temps. Donc, il faut essayer de voir ça d'une façon plus générale, là. Et découle de ça les activités, services, projets que vous avez. Comment se regrouper? Il y a différentes formes juridiques d'association. Puis comme je vous l'ai dit, là, je ne suis vraiment pas une experte là-dedans.
je connais le minimum pour faire fonctionner des associations. Mais c'est sûr que quand on se lance là-dedans, là, on n'est pas obligé de lire tout le Code civil ou la loi des entreprises, mais bon, il y a des points à connaître. Puis, il y a des organismes qui vous aident avec ça. Je vais vous donner des références à la fin de la présentation. Donc, on appelle ça habituellement une association. Comme forme juridique, si c'est une association, parce qu'évidemment, il y a des entreprises à but lucratif, il y a des coopératives, etc. Mais dans le cas, je pense, qui nous concerne aujourd'hui, on veut parler d'une association. C'est défini comme un groupe de personnes qui œuvrent pour le bien commun, pour le bien d'un groupe particulier de personnes. Habituellement, c'est un organisme à but non lucratif. Là, il y a deux termes qui ont été utilisés à travers le temps. Là. OBNL pour organisme à but non lucratif, qui est plus utilisé maintenant. Avant, on disait des OSBL, organismes sans but lucratif. Puis en fait, c'est des organismes pour le bien commun, mais qui ne visent pas à faire des profits, à avoir des revenus. Et c'est pour ça, ils peuvent avoir des revenus, c'est-à-dire, mais ils sont exempts d'impôts, le revenu. Puis évidemment, le revenu est remis dans l'organisme. Il n'y a aucun individu qui en profite. Donc, quand on a ce statut-là d'organisme à but non lucratif, on est exempt d'impôts sur le revenu. C'est quand même appelé une entreprise parce que cette association-là, même si elle ne fait pas de l'argent, du profit, a une activité économique qui est organisée parce qu'habituellement, ça se peut peut-être une association qui peut fonctionner totalement bénévolement et sans dépenser, mais habituellement, on veut un peu d'argent pour pouvoir faire des activités, etc., offrir des services. Une association, ça peut être assez informel. Ça peut être, on peut faire entre quelques individus là, qui constitueraient le conseil d'administration un contrat d'association écrit ou verbal. Puis sans même être obligé de s'immatriculer ou de s'enregistrer officiellement au registraire des entreprises du Québec. C'est quelque chose qui peut se faire. C'est comme le plus simple, mais comme il y a un contrat, c'est quand même géré par des lois, entre autres par le Code civil du Québec, là, parce que c'est comme n'importe quel contrat entre individus. Mais la raison pourquoi évidemment que toute association commence comme ça, là, avant de s'enregistrer et devenir officielle. Mais la raison de s'immatriculer et devenir officiel, c'est qu'on a, en fait, on est peut-être plus reconnu comme association. Puis dans le domaine de la santé, en fait, on est plus reconnu. Ça nous permet d'avoir certaines formes de dons, de subventions pour des projets, parce que, étant donné qu'on est immatriculé, qu'on doit toujours renouveler notre information annuellement, il y a un certain contrôle, des compagnies, par exemple, dans le domaine de la santé, les compagnies pharmaceutiques, ils aiment mieux, évidemment, faire affaire avec un groupe officiel. Donc, c'est justement au registraire des entreprises, selon la loi des entreprises, c'est quoi un organisme à but non lucratif, là, selon cette loi-là? On appelle ça aussi une association personnifiée ou une personne morale. C'est la définition, c'est donc une association personnifiée, une personne morale dont les activités sont exercées dans un but social, éducatif, religieux, philanthropique, sportif ou autre et ne vise pas à procurer à ses membres un profit ou quelconque avantage économique. Donc, une association personnifiée n'a pas d'actionnaires, seulement des administrateurs et des membres. Donc, il y a un conseil d'administration qui est élu par les membres lors de l'Assemblée générale. C'est le conseil d'administration qui s'occupe de la gouvernance. Ça, c'est donc la définition.
Comment on s'enregistre? Excusez ma faute d'orthographe, là. S'enregistrer officiellement, c'est au registraire des entreprises. Et si vous allez sur le site, on appelle ça en fait constituer une personne morale sans but lucratif. C'est là où vous allez, si vous voulez, enregistrer une association. Donc, encore une fois, ils mettent une définition qui est un groupement d'individus qui poursuivent un but à caractère moral ou altruiste et qui n'ont pas l'intention de faire des gains pécuniaires à partager entre les membres. Puis, il y a un guide, là, évidemment, sur le site qui vous indique comment vous enregistrer, comment faire. Mais avant, c'est sûr qu'il y a une étape avant de s'enregistrer. Comme je disais, vous commencez par regrouper des personnes et être une association informelle au début. Fait que c'est sûr qu'il faut décider le groupe de départ. Est-ce que c'est les membres fondateurs? C'est qui? Combien de personnes? En attendant qu'on soit vraiment enregistré, on appelle ça des administrateurs provisoires. Il en faut toujours minimum 3 pour commencer n'importe quelle association. C'est un minimum de 3 personnes. Quelque chose que nous, au RQMO, on a appris à notre dépens, c'est que nous, on pensait que on était 8 au départ, fondateurs du RQMO, des associations, puis des personnes individuelles avec des maladies rares, des personnes d'association aussi. Puis, ce qu'on n'avait jamais su, selon la loi, ou si ça avait changé, il faut, si vous avez, supposons, comme nous, on avait 8 membres fondateurs, à ce moment-là, votre conseil d'administration doit avoir 8 membres, 8 administrateurs. Donc, c'est quelque chose à penser au début, là. Habituellement, on veut aussi limiter, là, surtout au début, commencer petit, là, et pas nécessairement avoir 15 membres fondateurs qui vont devenir 15 administrateurs. C'est peut-être mieux. On parle souvent de 5 à 8 comme étant un bon nombre. C'est à vous de décider. Mais c'est ça, la règle, c'est que le nombre et les noms des membres fondateurs qui seraient sur le formulaire pour demander l'enregistrement, ce sont les administrateurs de l'organisme, les membres du conseil d'administration. Bon, je donnais des conseils tantôt pour trouver un nom, mais bon, il faut évidemment que vous enregistriez un nom officiel. Puis, on vous demande de vérifier s'il n'existe pas déjà dans le registre. Là, ça, c'est ouvert au public. Quand vous allez sur le site du registraire des entreprises, vous pouvez entrer le nom de l'association et la trouver. Bon, dans le domaine des maladies rares, je peux vous dire que c'est rare, évidemment. Je dirais que s'il y a peu de chances qu'une association avec le nom de paralysie supranucléaire progressive, par exemple, existe déjà dans le registre des entreprises. Je pense qu'il vous suffit de rentrer le nom de la maladie pour vérifier qu'il n'y a pas déjà un autre groupe constitué. Parce que aussi, ils vous offrent aussi de payer pour que le registraire vérifie eux-mêmes. Puis je pense que dans ce cas-là, ça ne vaut pas la peine. Mais vous pouvez aller vérifier dans la base de données du registraire. Ensuite, il faut évidemment déterminer par écrit, là, vous entendre sur une mission puis des objectifs. Dans le formulaire du registraire des entreprises, on appelle ça les objets de l'association. Le formulaire, ce formulaire-là, c'est en fait une demande des lettres patentes de l'OBNL. C'est un terme qu'on entend, là, lettres patentes. Toute entreprise enregistrée a ses lettres patentes. Quand on remplit ce formulaire-là, en fait, c'est ça, c'est demander ces lettres patentes.
il y a aussi le terme les statuts. Ça constitue aussi les statuts de l'organisme. C'est vraiment pas compliqué, là, ce formulaire-là. C'est pas un formulaire de 30 pages. C'est quand même assez simple. Je suis désolée, j'aurais peut-être pu vous le montrer. Je pourrais aller sur Internet, mais en fait, ce qu'ils vous demandent, c'est vraiment le nom que vous souhaitez. Ils vont vous demander pour tous les membres fondateurs leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone. Je pense aussi leur profession ou leur statut, là, retraité. Ensuite, ils vous demandent d'écrire les objets et il faut évidemment des signatures et ce qui est indiqué aussi, c'est qu'il faut une déclaration sous serment. Donc, après, il faut voir un notaire, un avocat, un juge ou un commissaire à la sermentation, un greffier de cour ou aller voir le maire, un peu comme pour les passeports. Des fois, il y a des personnes, là, il y a des personnes peut-être autour de vous qui peuvent être des commissaires à la sermentation. Ils peuvent avoir ce statut-là dépendant de leur profession, de leur travail. Mais sinon, si vous connaissez un notaire, un avocat, évidemment, si vous n'en connaissez pas, qui vous ferait ça bénévolement, ben, il y a des coûts à ça. Et il faut aussi payer pour faire la demande, mais ce n'est pas vraiment exhaustif. C'est 35 $ la déclaration initiale, puis une déclaration annuelle. Il faut à chaque année faire une déclaration, c'est-à-dire aller voir si les informations sont encore à jour. Par exemple, vous auriez pu changer d'adresse, vous auriez pu changer, quelques administrateurs sont plus là, d'autres sont arrivés. Donc, c'est des changements qu'on peut faire. D'ailleurs, pour l'adresse, bien évidemment, quand on commence une association, on commence petit, alors on détermine une personne, ça peut être l'adresse, la résidence du président ou de la présidente, ou en tout cas, vous pouvez, ça peut être un autre membre du conseil d'administration. Habituellement, c'est comme ça au début, hein, on n'a pas pignon sur rue nécessairement. Quelques conseils. C'est ça que l'expérience que j'ai dans les derniers 10 ans, du regroupement québécois des maladies orphelines, où on a voulu aider des groupes à fonder une association. Puis évidemment, dans le domaine des maladies rares, maintenant, on entend beaucoup parler des maladies rares et orphelines. Beaucoup de groupes veulent se constituer une association. Mais c'est souvent difficile. C'est difficile parce que si c'est les personnes malades ou les proches aidants ou les parents, excusez-moi, d'un enfant malade, ben c'est pas nécessairement des personnes qui ont le temps, les ressources. Évidemment, ils peuvent être absents de leurs activités à cause de la maladie, prendre soin de quelqu'un d'autre. Donc, ça peut être assez difficile. Ça dépend évidemment de la mission qu'on donne puis qu'est-ce qu'on veut avoir comme service ou activité. Mais donc, quand on part une association pour une maladie, je trouve que c'est toujours une bonne idée que ce soit majoritairement des personnes concernées par la maladie quand même qui soient au conseil d'administration. Mais je conseille toujours qu'il y ait d'autres personnes qui sont peut-être plus disponibles, comme des membres de famille, des amis, des collègues de travail, trouver d'autres personnes qui sont prêts à vous aider, puis à même donner du temps et faire des tâches. Beaucoup de conseils d'administration veulent s'adjoindre des professionnels pour des conseils, en fait, comptables, avocats, notaires pour les questions juridiques ou des professionnels de la santé aussi. Comme on parle
une association avec maladie, il peut y avoir évidemment médecins, chercheurs, d'autres infirmières, d'autres professionnels de la santé ou des gens qui travaillent dans le domaine de la santé sans nécessairement être des professionnels de la santé, mais ça peut être un ajout aussi. Mais ça, vous pouvez décider aussi que si vous voulez être plus, qu'il y ait plus de neutralité, puis que ça défende plus les intérêts des patients, des proches aidants, mais ça dépend de ce que vous voulez faire. Des fois, on veut plutôt les professionnels de la santé sur un comité médical consultatif, ce qu'ils appellent souvent des Medical Advisory Board en anglais. Fait que ça, c'est quelque chose que vous pouvez décider. Vous pouvez avoir les deux aussi. Il y a une chose par expérience, que je vous dirais de faire attention. Si jamais une des missions de l'association est de recueillir de l'argent, collecter de l'argent, faire des levées de fonds pour financer de la recherche, puis qu'il y a un chercheur sur le conseil d'administration, bien là, il faut avoir des procédures, là, faire attention en fait au conflit d'intérêts. C'est sûr, si vous financez ce chercheur-là, puis sur votre conseil d'administration, puis c'est des choses auxquelles il faut penser. Il y a des procédures qui peuvent être faites dans les règlements, là, mais il faut quand même faire attention à ça. Certains groupes on fait ça au début, puis financer un chercheur, mais si jamais la recherche, ils veulent financer un autre chercheur ou d'autres types de recherche, on ne veut pas évidemment de conflit ou de problèmes, de culpabilité, etc. Donc, ça, c'est pour le conseil d'administration, vraiment mon conseil principal, c'est de vous adjoindre des gens qui sont peut-être plus disponibles, qui voudraient faire des tâches, y mettre du temps pour vous aider. Parce que quand on est malade, ben, on n'est pas toujours là, puis on a moins de temps et de ressources. Évidemment, quand on crée une association, même si c'était non enregistré, ben en fait, comme je disais, c'est soumis, c'est un contrat, c'est soumis au Code civil. Quand il est enregistré, c'est soumis aux lois des entreprises. Donc, on a quand même des responsabilités et des droits comme administrateur. Hein? Puis, c'est évidemment une association, un conseil d'administration puis des membres. Donc, il y a une assemblée générale. Il faut réunir les gens au moins une fois par année pour l'assemblée générale annuelle. Il faut présenter là, les activités, l'orientation aux membres. Maintenant, c'est là que je ne suis pas spécialiste, ça a changé un petit peu. Les membres avaient presque la décision finale sur une association, mais ce n'est plus le cas maintenant parce que les membres ne sont pas toujours très, très présents. Et s'ils viennent à l'Assemblée générale annuelle, donc seulement une fois par année, rencontrer le conseil d'administration, puis qui ont des pouvoirs décisionnels, ça causait des problèmes. Donc, c'est quand même les administrateurs qui ont les plus grands pouvoirs décisionnels, mais ils sont élus par les membres de l'Assemblée générale et ils ont quand même des responsabilités devant eux. Quelque chose que je n'ai pas dit tantôt, souvent les associations sont à se demander, en principe, vous devez avoir des membres. Puis là, il y a toute la question, est-ce qu'on fait payer pour être membre ou gratuit? Ça varie d'une association à l'autre. Nous, on a décidé de mettre des frais d'adhésion. Fait que pour un membre individuel depuis 10 ans, c'est 10 $, puis une association membre, c'est 40 $. Mais nous, on a vu dès le départ que c'était difficile d'avoir les ressources pour demander que ça soit renouvelé annuellement. Fait que pour l'instant, nous, c'est une cotisation pour devenir membre, puis donc, les gens n'ont pas besoin de payer annuellement. Par contre, la discussion est venue souvent au conseil d'administration, est-ce qu'on le met annuellement pour avoir un peu plus de sous?
Mais bon, il faut considérer le temps que ça prend à faire ça, que des membres peut-être renouvelleront pas. Je pense à l'Association québécoise de la douleur chronique. Eux, ils ne demandent pas de frais. Donc, c'est sûr, à ce moment-là, il y a peut-être plus de membres dans un organisme comme ça là, que le nôtre, peut-être. Donc, c'est des questions à avoir au début de votre association. Pour les responsabilités et droits, en fait, dès le départ, c'est la prochaine chose qu'il faut faire. La première chose qu'il faut faire, en fait, après avoir été enregistré puis obtenu ses lettres patentes, ses statuts, c'est de rédiger des règlements généraux. Puis les règlements généraux, il y a des modèles pour ça, il y a des choses assez standards, mais c'est vraiment pour indiquer c'est quoi l'association, c'est quoi sa mission, c'est qui les membres, y a-t-il des critères pour être membre, les droits des membres, leurs responsabilités, c'est quoi le conseil d'administration, combien de membres, c'est quoi la responsabilité des différents administrateurs ou qu'on appelle aussi des officiers du conseil d'administration, président, vice-président, secrétaire et d'autres administrateurs. Comment on procède pour les assemblées générales, pour les réunions du conseil d'administration. Donc, c'est toutes sortes de règlements, mais qui sont très importants pour structurer l'association. Il y a non seulement des modèles pour faire ça, mais il faut quand même aussi faire attention aux lois, là, comme nous, l'exemple que je vous donnais, c'est qu'on n'a jamais su, un avocat, une avocate nous avait jamais dit qu'il fallait toujours avoir 8 personnes sur notre conseil d'administration parce que c'était le nombre de membres fondateurs. Mais là, on l'a appris que c'était, donc on a changé ça, évidemment. Fait qu'il y a des choses quand même qui sont régies par la loi. Puis il y en a d'autres que vous pouvez mettre parce que c'est vous qui voulez fonctionner de telle façon. Ensuite, on peut penser dans une association à faire des politiques et des procédures. Bien, ça, évidemment, c'est au fur et à mesure qu'on grandit ou que ça devient nécessaire. Le genre de politique qu'on peut faire, c'est comment on dépense l'argent, quelle sorte de règlement qu'on met pour que le conseil d'administration dépense le budget, qui signe les chèques, ensuite des politiques pour les conflits d'intérêts possibles, des procédures, pas pour, supposons que vous voulez embaucher du personnel, on peut avoir une politique de ressources humaines, toutes sortes de politiques, en fait, qui gèrent votre fonctionnement. Ça peut être des choses plates à faire. Il y a des modèles aussi pour ça, puis il y a des organismes qui peuvent vous guider là-dedans, mais l'utilité, en fait, c'est que tout soit bien clair et écrit, que tous les membres du conseil d'administration, tous les membres de l'organisme prennent connaissance de ça, puis qu'il n'y ait pas de... Ça peut éviter des conflits, parce qu'il peut y avoir des conflits, des mésententes dans des organismes, puis ça peut mettre les choses par écrit, ça peut éviter des conflits. Je vais juste essayer d'éliminer un bruit. Bon, je vais continuer. Donc, en gros, je ne voulais pas aller plus en détail, mais il y a des organismes là, qui peuvent vous aider. Il y a le site educalois.qc.ca où on donne vraiment toutes les explications, les bases là, dans un langage très compréhensible là, pour les différents aspects d'une association. Il y a ce qu'on appelle le BNQ, Bureau de normalisation du Québec. Je ne sais pas s'ils le font encore. À une époque, ils pouvaient accréditer des associations, mais ils ont un guide, eux, pour organismes de bienfaisance. Je vais revenir à ça après. Il y a l'Agence de revenus du Canada qui a des guides. En fait, ça aussi, c'est pour les organismes de bienfaisance, mais quand même, il y a des documents intéressants.
Imagine Canada, c'est un organisme canadien qui accrédite des associations, donc ils ont vraiment tout un guide. Bon, il y a des coûts à ça, qui est, je pense, de 500 $ par année, là, mais eux, ils ont tous les modèles, toute l'aide, ils ont des personnes qui aident pour, par exemple, avoir les bonnes politiques, les bonnes procédures, puis si on remplit certains critères, ben, on peut être accrédité. Bon, être accrédité, la plupart des associations ne le sont pas. Eux, ils ont toute la liste là, des associations canadiennes sont accréditées, mais c'est sûr que ça peut amener peut-être une espèce de crédibilité, un peu crédibilité à l'association. C'est au choix de l'association, puis dépendant de ses finances. Ensuite, ben, j'ai mis notre site, mais en fait, sur notre site, il n'y a pas vraiment d'informations pour vous aider, mais vous avez nos coordonnées, puis si jamais vous voulez des références ou des sources d'informations, on peut vous aider avec ça. Là, on arrive à un point névralgique, justement névralgique, le nerf de la guerre, la question de l'argent, du financement d'une association. Dans un des objets qui est habituellement dans les lettres patentes d'un organisme, c'est eux qui le... C'est eux au registraire des entreprises qui ont cette formulation ici que vous pouvez mettre dans vos statuts. C'est recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeur mobilière ou immobilière, administrer de tels dons, legs et contributions, organiser des campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds pour des fins charitables. Donc, c'est sûr que on fonde une association, aussitôt qu'on veut faire quelques activités qui demandent des sous pour les organiser, ben, on pense à recueillir des fonds. La philanthropie, c'est quelque chose maintenant. Il y a beaucoup d'associations et de fondations, beaucoup de compétitions pour recueillir des fonds dans la population. Puis il y a beaucoup d'organismes maintenant qui aident à ça, qui donnent des conseils, des outils, même gratuits, puis pour recueillir des dons. Par exemple, nous, on est enregistré à Canada Dons, qui est un organisme de bienfaisance, puis ils ont la plateforme. Si des gens veulent donner des dons en ligne, ils prennent un petit pourcentage, c'est normal, ils gèrent ça. Mais c'est quand même pas une entreprise privée. Puis ils ont une plateforme où on peut faire notre page pour recueillir des dons, on peut faire des pages pour des courses, des marches qu'on organise, des événements, des activités aussi où on vend des billets, etc. Donc, ça... Has joined. La question principale qu'on a tout le temps, c'est est-ce qu'on peut émettre des reçus d'impôts quand on est une association? Bien, on ne peut pas remettre de reçus d'impôts tant qu'on n'est pas aussi enregistré comme organisme de bienfaisance. Avant, on disait un organisme de charité. Has joined. Donc, il faut être enregistré comme organisme de bienfaisance à l'Agence du revenu du Canada. Ça, c'est gérer le registraire des entreprises dont je parlais tantôt. C'est si vous créez une association au Québec, ça, c'est au Québec qu'on s'enregistre. Mais c'est l'Agence du revenu du Canada qui gère à travers notre pays les organismes de bienfaisance. Ça, c'est un peu plus compliqué de s'enregistrer comme organisme de bienfaisance. Je connais un organisme là, qui a comme mission justement d'aider financièrement les familles. Puis je pense que ça fait 2 ans qu'ils essayent de s'enregistrer. Comme il y a beaucoup d'associations, de fondations, à une époque, l'Agence du revenu du Canada avait pas mal restreint leurs critères. Il y a vraiment des critères. Il faut faire attention à ces critères-là. Il faut faire attention à la formulation de notre mission. Fait que souvent, moi, ce que je dis, si jamais vous voulez devenir un organisme de bienfaisance, il faut que vous pensiez à vos objets de lettres patentes, là, comment vous les formulez.
tout de suite en fonction de devenir un organisme de bienfaisance. Ben, je vais vous donner un exemple. Il y a des règles très strictes à l'Agence du revenu du Canada pour pas qu'un organisme là, se mêle de politique ou fasse de la politique. Mais il faut faire la différence entre politique partisane puis faire de la défense de droits puis des revendications. Ça, c'est correct. On a le droit de faire la défense de droits et des revendications, du plaidoyer social. C'est de la bienfaisance parce qu'on veut améliorer le sort de certaines personnes, etc. Mais par contre, ce qu'on a appris, nous, puis ça fait quand même 9-10 ans de ça, c'est qu'il y a des formulations qu'ils n'aiment pas. Donc, ils n'aiment pas qu'on écrive revendiquer, demander au gouvernement. Il faut être assez neutre dans sa formulation. Puis nous, ce qui nous a étonnés, bon, nous, c'était correct, là, on n'avait pas, mais ce qu'ils n'ont pas voulu, c'est, nous, notre objet numéro 4, c'est par rapport à la recherche, puis on avait mis promotion de la recherche et sur les maladies rares, puis ils n'ont pas voulu qu'on écrive le mot promotion. Bon, est-ce que c'est les fonctionnaires individuels qui appliquent les règles sans discernement? Je ne sais pas, mais il a fallu. Donc, notre première mission, nous, qu'on avait écrit pour nos lettres patentes au Québec, il a fallu la changer lorsqu'on a fait notre enregistrement d'un organisme de bienfaisance. Donc, il a fallu arrêter le processus auprès de l'Agence du revenu du Canada pour faire une demande de changement de nos objets au registraire des entreprises. Ça peut prendre 1, 2, 3 mois. Et une fois que, puis il y a des frais, puis une fois qu'on a changé, on retourne faire notre demande à l'organisme de bienfaisance. Donc, c'est peut-être quelque chose là, qu'il vaut mieux de penser au début là, pour s'éviter ça. Pour l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance, beaucoup de personnes, là, ils prennent les services d'un avocat ou notaire ou quelqu'un qui a déjà fait ça, qui connaît ça. Parce que c'est un peu plus compliqué, que le formulaire est beaucoup plus long, il y a beaucoup de choses à écrire, il faut faire attention à la formulation. Donc, en tout cas, c'est sûr, je vous recommande, il y a un bon guide de l'Agence du revenu du Canada, de lire ça en détail et puis de peut-être avoir les conseils de personnes qui sont expérimentées pour faire ça. Souvent, comme je dis, c'est les gens qui prennent des avocats à ce niveau-là. Mais donc, avant que vous soyez enregistré comme organisme de bienfaisance, vous ne pouvez pas émettre de reçu aux fins d'impôt à des individus ou des compagnies qui vous font des dons. Par contre, il y a des solutions en attendant. C'est ce qu'on appelle les fonds communautaires. Donc, vous pourrez faire des cueillettes de fonds pour vos activités, des projets. Et ça se fait à travers un fonds communautaire qui, lui, émet les reçus d'impôts. Des fonds communautaires, il y en a dans les plus grandes villes. Là, à Montréal, ça s'appelle le fonds du Grand Montréal, je crois. Il y en a un à Québec. Il y a des noms, des fois, c'est fonds communautaires de Québec, de la ville. Ou, en tout cas, il y a un site là, que j'ai mis, puis je peux faire circuler notre document là, suite à la conférence. Puis il y a des liens vers un site où on peut trouver un fonds communautaire. Donc, comment ça fonctionne? C'est vous demandez à cet organisme-là, par exemple le Fonds du Grand Montréal, de vous créer un fonds pour vous, là, supposons le fonds pour la paralysie supranucléaire progressive, puis vous dites aux gens, c'est-à-dire les gens qui vous donnent de l'argent à vous, ben c'est ce fonds-là, c'est à travers ce fonds-là, le fonds émet les reçus. Émet le reçu d'impôt, évidemment, sous leur nom à eux, tant que vous n'êtes pas enregistré comme organisme de bienfaisance. Ensuite, parlons du financement gouvernemental.
Il y a tout un réseau au Québec, là, il y a un regroupement des organismes communautaires. Souvent, les associations tombent sous l'appellation d'organismes communautaires, même les associations de maladies dans le domaine de la santé. Donc, il y a deux grands programmes. Il y avait plus de programmes avant, mais on constate sur le site web du gouvernement. Attention, attention des personnes qui n'ont pas leur micro fermé. Là. Il y a une façon de muter le micro. On entend des bruits. Donc, il y avait plus de programmes, mais on constate là, sur le site Internet du gouvernement qu'il y a des programmes en tout cas, qui disent pour l'instant, ils n'ont pas d'argent, donc ils ne sont pas actifs. Même ces programmes-ci que je vous mets, pendant plusieurs années, il n'y avait plus d'argent là-dedans. Aucun nouvel organisme pouvait avoir un financement. C'est seulement en 2018 que le gouvernement libéral, avant les élections, à la fin de son règne, a mis d'autres argent dans ces programmes-là. C'est à cause de les pressions du regroupement des organismes communautaires du Québec qui avait même fait des grèves. Donc, nous, on est nés en 2010, mais on a eu pour la première fois un soutien gouvernemental à la fin de 2018. Donc, ça fait à peine un an qu'on a eu. Par le programme de soutien aux organismes communautaires qu'on appelle le PSOC. Ça, c'est plus pour les organismes communautaires en santé. Si c'est un organisme régional ou local, c'est les CIS ou les CIUS qui gèrent ça. Puis si vous êtes un organisme provincial, c'est-à-dire que vous voulez desservir toutes les personnes avec la maladie à travers la province, ben c'est à travers le ministère de Santé et Services sociaux. Il y a un autre fonds que même certaines associations de maladies ont, mais je pense qu'on ne peut pas avoir les deux, c'est l'un ou l'autre. C'est le Fonds d'aide à l'action communautaire autonome. Ça, c'est en lien avec les orientations gouvernementales en action communautaire, en action bénévole. Il y a plusieurs critères, là. C'est géré par ce qu'on appelle le SAC. Je pense que les gens appellent ça le SACET, le Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales. Fait qu'il y a différents critères pour ces deux programmes-là. Mais comme je dis, le programme de soutien aux organismes communautaires, beaucoup d'organismes dans le domaine de la santé peuvent essayer d'avoir du soutien de ce programme-là. La première étape, c'est même pas, quand on fait une demande, c'est même pas de l'argent, c'est d'être accrédité. Donc, on fait des demandes, puis eux, selon certains critères, admissible à ce programme-là. Quand vous devenez admissible, là, vous pouvez l'année suivante demander de l'argent. D'autres sources, évidemment, c'est d'autres sources que les gens essaient toujours, c'est évidemment leurs députés ou même parce que les députés ont des fonds là, pour des organismes dans leur circonscription. Des fois, on peut demander aussi à un ministre, ils ont ce qu'on appelle un budget discrétionnaire. Bon, mais comme je vous dis, c'est rien de facile, ça, puis c'est toujours, comme je dis, la question de nerf de la guerre, de chercher de l'argent, organiser des levées de fonds aussi, c'est pas une petite affaire, puis ça demande beaucoup d'implication et de bénévoles. Donc, j'ai pas mal terminé là, tout ce qui est procédure puis conseil, je pense, pour bâtir une association. C'est toujours, comme dit cette entreprise
c'est toujours en s'organisant en groupe que je pense des choses, en groupe organisé, que des choses ont changé dans notre société, donc, et puis qu'on peut améliorer le sort des personnes qu'on veut servir, comme dans le cas d'une maladie particulière, ou comme nous, c'était évidemment pour l'ensemble des maladies rares. Donc, c'est ça, nous, on est plus qu'une association, on est un regroupement d'associations. Donc, on a toutes ces associations qui sont membres. S'il y en a d'autres qui veulent se joindre, c'est toujours bienvenu. Puis évidemment qu'on a beaucoup de personnes atteintes de maladies rares ou des proches aidants qui sont orphelins d'associations parce que dans le domaine des maladies rares, si on est peu de personnes, en fait, il y a plus de personnes avec des maladies rares qui n'ont pas d'association qu'il y en a qui ont d'association parce qu'il y a des milliers de maladies rares, puis il y a peu de personnes atteintes des fois. Donc, c'est quand même, on veut quand même, nous, aider ces gens-là. Fait qu'ils sont, il y en a qui sont membres chez nous. Je vous rappelle, en tout cas, qu'on a notre centre d'information, de ressources, d'aide, de référence, d'éducation. On peut, n'importe quelle question, gênez-vous pas, pas juste pour votre association, mais on informe surtout, nous autres, sur n'importe quelle maladie. C'est gratuit, bilingue, professionnel de la santé qui cherche et vous répond. Ça peut être où est-ce qu'en est la recherche sur une maladie? Y a-t-il des essais cliniques? Est-ce qu'il y a un médicament en développement? Est-ce qu'il y a des registres de patients? On peut aider avec les ressources gouvernementales, puis des organismes communautaires qui peuvent vous aider. Donc, merci. Puis, vous avez mes coordonnées ici. Puis, oups, j'ai écrit 513, mais c'est 514.